Bienvenue dans le podcast de la Petite Balle Blanche, 8e épisode de notre 3e saison. Et en cette période automnale où les feuilles se ramassent à la pelle, contrairement aux points mondiaux pour certains, des tournois de fin de saison nous réservent encore de beaux moments, à l'instar de la 2e place décrochée par Mathieu Pavon lors de l'Open d'Espagne. En attendant de savoir ce que nous réserve Céline Boutier, 3e ex-aequo, avant le dernier tour du LPGA Mediheal Championship. Je suis Lionel Baucher et je suis ravi de retrouver mes compagnons du jour, Cyril Le Gouern, salut Caribou. Allô la gang. Olivier Perron, salut Olivier. Salut Lionel, salut les garçons. Et Gurvan Bonny, salut Gugu. Salut à tous et Ménatour. Alors, au programme de ce numéro, nous allons nous intéresser à 3 questions. La première, c'est que peut-on faire de mieux pour le golf à la télé, si c'est possible? La seconde, faut-il garder les mêmes règles pour les amateurs et les professionnels? Je sens que certains vont commencer à crisser des dents déjà. Et dernière question, indispensable s'il en est, le sac sur l'épaule ou chariot, quelle est votre préférence? Et puis on poussera peut-être même la question de savoir est-ce qu'il faut passer au chariot électrique en ces temps de développement durable et environnement éco, hein? Nous terminerons l'émission avec les pronostics des chroniqueurs sur la sélection européenne de la prochaine Ryder Cup en 2023. Voilà le programme. Alors, messieurs, le golf à la télé, c'est un peu notre quotidien, ou au moins celui de nos week-ends. Il y a eu de grosses évolutions dans la retransmission avec notamment l'arrivée du traceur depuis quelques années. On a aussi quelques tournois comme The Players avec le suivi possible de toutes les parties qui existent depuis 2 ans maintenant à peu près. Votre avis, est-ce que on peut faire mieux pour le golf à la télé et qu'est-ce que vous aimeriez voir si c'était faisable techniquement? Allez, je commence. Vas-y. Moi, ce que je voudrais voir, c'est quelque chose que j'aimerais entendre. Ça serait d'essayer d'avoir des micros, si possible, effectivement, sur 2-3 cadets. Parce qu'en fait, je trouve qu'en termes de jeu, on est plutôt pas mal parce que entre ce qu'on voit à la télé et les applis, ça veut dire qu'on est capable de voir à peu près le tracé complet en fait du joueur. Mais moi, j'aime tellement entendre ces petits échanges très intéressants, enfin qui peuvent être très intéressants entre le caddie et le joueur qui amène la discussion du choix du club, que ce serait peut-être ça, moi, en fait. Donc, en fait, ce ne serait pas quelque chose que j'aimerais voir, mais dans l'esprit, ce serait plus un petit micro installé qui me permettrait effectivement de comprendre un petit peu ce qui se passe et puis peut-être éventuellement de ressentir un peu l'émotion, le stress, le doute qu'on perçoit parfois, mais pas beaucoup plus. Moi, pour le reste, après, effectivement, on peut peut-être passer en 4K pour avoir encore un peu plus de profondeur sur les champs ou en 8K pour pouvoir se rendre peut-être un peu plus compte. Et après, ce serait d'essayer d'avoir un jour un système qui permette, par exemple, aux Masters, de réussir à mieux capter le dénivelé, en particulier du fairway, mais surtout sur les greens. Voilà, c'est en dehors de ça, moi, je trouve qu'on est plutôt bien, suivre dans notre canapé, tranquillement, assis au chaud. Olivier? La première intervention, serait autour des Français, je trouve qu'on voit pas assez. Même quand ils sont en haut des leaderboards, on les voit pas forcément beaucoup. Le golf national, dernière partie, dernier jour, à un moment, on voyait plus Jamie Danielson que Barjon. Bon, j'étais un peu frustré. Donc après, c'est une question de droit. Il faudrait que, je pense, le canal ait plus de droits ou la possibilité d'avoir des caméras sur les joueurs français. Première chose, c'est ça. Peut-être, après des accords avec les télés locales pour qu'elles puissent suivre plus les joueurs locaux, parce que je ne sais pas comment ça se passe après dans les autres pays. Et puis après, c'est peut-être des petites pastilles, parce qu'au fur et à mesure, quand on avance vers la fin, il y a de moins en moins de parties, donc on attend un peu. Les temps d'attente sont parfois un peu longs.
Ça serait une petite pastille, enfin, voilà, assez courte, voilà, sur aussi la technique, sur la stratégie, pour pouvoir enfin aussi accrocher des gens qui seraient pas forcément golfeurs et fans et capables d'attendre voilà, quelques minutes avant entre chaque coup, quoi. Donc, ce serait Clairement. peut-être des pastilles préparées, je pense. En gros, tu préférais avoir un départ en shotgun, quoi, évidemment. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vois bien où tu veux nous emmener. Pas du tout. Cyril? Mais ouais, moi j'aime bien l'idée des micros de Gugu. Moi j'en mettrais un sur Michael Greller et Jordan Spieth. Et puis Carol Hatton. Non, mais d'ailleurs, à ce propos, hier, on a énormément entendu, c'est sûr que c'était pas évident pour vous en France, c'est super tard, là. Mais Tom Kim, avec son cadet, que vraiment des discussions sympas, avec évidemment la diffusion américaine, mais c'était quand même sur Canal, ils ont laissé, parce que des fois ils switchent un peu les micros, finalement, et t'entends pas, mais finalement, les micros sont proches, hein, tu les vois, les mecs qui tiennent les micros, et tu arrives à entendre quand même assez régulièrement, en tout cas sur le PGA. Et hier, Tom Kim avec son cadet, c'était vraiment exceptionnel. Et sinon, bon, après, en termes de technologie, ouais, c'est vrai que là, les avancées que tu as citées, elles sont vraiment bonnes en tant que téléspectateur. Puis après, à améliorer, bah, c'est la retransmission. Moi, je trouve que ça va prendre tard. Là, tu vois, là, par exemple, il n'y a pas assez d'images télé sur un tournoi. Même si, à partir du moment où ils prennent l'antenne tu as souvent 4-5 heures quand même, avant que la dernière partie achève. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de retransmission, quoi. Tu voudrais plus de diffusion, quoi. Ouais, plus. Ouais, ouais. Ah ouais, plus 8 heures et tout ça, quoi, par exemple. Voilà. Ouais, parce que bon, déjà, peut-être qu'il y a des gens, c'est plus simple pour eux. Regarde, par exemple, là en France, là, la diffusion va commencer uniquement à 23 heures, alors que ça Ouais. joue déjà. Les dernières parties sont parties, quoi, à 23 heures, hein. C'est limite le dernier 9, quoi, mais c'est pas la France. C'est que même aux States, là, même ici, ça va prendre qu'à 17 heures chez nous. Mm. Fait qu'hier, on a raté le moins 9 de Aaron Rai. Le mec, il claque quand même une partie de fou. On a vu quelques images après, quand ils ont pris l'antenne, mais putain, on aura des super parties, quoi. Du beau golf. C'est dommage. Et c'est pour ça que le livre là-dessus, ils sont forts, parce qu'effectivement, bon, ils ont moins de monde, ils n'ont pas de télédiffusion déjà, mais parce que c'est pas entrecoupé par la pub, enfin, pour l'instant, quoi, sur YouTube, etc. Du jeu, tu vois du jeu, quoi. C'est ça qu'on veut voir, quoi, du golf, quoi. En fait, en même temps, c'est l'avantage, c'est que c'est plus simple pour eux parce que, en général, façon de parler, enfin, ce qui coûte cher en gros dans une diffusion, c'est les petits bonhommes que tu dois mettre sur le parcours. Ensuite, le faisceau satellite et ta régie. Là, l'avantage avec le système du livre, c'est que partant en shotgun, tu sais de toute manière qu'au bout de 5 heures, ben écoute, voilà, la terminons, enfin, c'est fini, c'est bouclé. Donc là où effectivement la problématique, façon de parler du PGA Tour ou des tours habituels, bah, c'est que en fait, tu as les premiers mecs qui commencent à jouer dès 8 heures du mat. Enfin, on va prendre l'Open de France. Les premiers partent à 8 heures, 8 heures et demie. Bon, là, tu vas pas envoyer Ronald au trou numéro 1 filmer à attendre un hypothétique eagle ou sur le trou numéro 2, John, on va l'appeler John attendre l'hypothétique trou en 1. Donc voilà, donc les mecs arrivent à peu près vers quoi, je vais essayer de pas dire de bêtises, je crois que la diffusion a dû commencer vers 13 heures peut-être de l'Open de France, un truc comme ça. Donc ils doivent arriver vers midi, ils doivent commencer à capter effectivement les premières images. Donc là, il y a peut-être effectivement quelque chose à se poser sur le business model du PGA ou du DP World, enfin de tous les grands tours, à peut-être éventuellement avoir des cuts qui soient plus drastiques et où en fait tu aurais en gros 54 joueurs qui passent le cut et où tu es sûr d'avoir quasiment fait de la possibilité de faire une diffusion intégrale presque. Voilà, tu rates pas un coup parce que de toute façon, les mecs sont là pour 4 heures. Ce qui fait qu'en fait, pour les coups de prod, des choses comme ça, tu as le même coup. Et puis l'intérêt en plus, c'est qu'avec un champ plus limité, c'est-à-dire que tu n'as peut-être pas 54 joueurs qui se battent pour la victoire, mais tu en as peut-être pas loin de trentaine. Là où effectivement, quand tu as 72 joueurs, tu sais que déjà, tu as la moitié quasiment du champ qui, de toute manière. Mais je ne suis pas sûr que ça apporte vraiment, parce que regarde justement la President's Cup, il n'y avait pas beaucoup de monde et je te jure que la retransmission, on voyait rien, quoi. Enfin, on voyait rien, on n'a pas vu tous les coups et des fois il n'y a pas énormément de joueurs, tu sais, même dans les simples là, tu prends les parties, putain, il y a des mecs finaux, on l'a pas vu le dernier jour, enfin. Donc, Ouais. Après, sur le dernier jour, ça reste compliqué parce que, mine de rien, tu as 12 matchs. Donc,
Ah, ça prend du matériel, c'est certain, mais putain. Et puis c'est surtout qu'en gros, voilà, sur ton temps d'antenne, tu vas essayer de te dire qu'en gros, tu vas mettre éventuellement quoi, les 2 ou 3 premiers simples parce qu'ils sont super importants, et puis après les 3 mecs qui sont un peu en chaleur ou avec les trous où en gros il se passe quelque chose. Donc effectivement, Ouais. si tu as un mec qui est en 5e ou 6e simple au milieu où il se passe à peu près rien, il fait pas trop l'actu, quoi. Enfin voilà. Donc, sauf s'il rentre effectivement un coup, et là peut-être le réalisateur va se sentir obligé de dire attends, le mec il a l'air chaud, le putter est chaud, donc on va le montrer. Mais c'est vrai que ce que fait le player, s'il n'y a pas mieux, quoi. Non, Le mais de toute façon, multicanal. ça, on y viendra, je pense. Enfin, pour des Ouais. compétitions comme la Ryder Cup ou la Ouais, pour la President's Ryder, Cup, ouais. tu peux aisément imaginer de pouvoir choisir les parties, quoi. Enfin, il y a des caméras sur tous les trous, parce que dans certains, des fois, il n'y a pas forcément les caméras sur tous les trous, parce que si tu prends les majeurs ou ce genre de choses, euh, quoique je pense que maintenant sur les circuits européens et les circuits du PGA Tour, il y a des caméras partout, mais Ouais. je sais, par exemple, pour les femmes, tu vois, tu as une caméra au départ du 1, mais tu n'as pas forcément des caméras qui sont sur tous les trous du parcours, parce qu'en général, ils diffusent que les 10 derniers trous, quoi, des filles. Si Donc, je dis pas de conneries, là, à mon avis, en gros, pour le player, s'ils ont 3 caméras par trou minimum. ouais, C'est-à-dire un au départ, un tombé et un sur le green. Sur le tour européen, par habitude, je pense qu'il n'y en a qu'une seule. Attends, j'essaie de prendre le 9. Le 9, il n'y en a qu'une seule, par exemple, sur l'Albatros. Donc le par 5, il n'y en a qu'une seule, et c'est celle qui est arrivée au niveau de l'arrivée du green. Donc ça veut dire qu'en gros, si par exemple tu veux faire un par 5, ça veut dire que le Tour européen qui n'est pas déjà dans une situation financière de dingo, il faudra qu'il rajoute effectivement donc un caméraman. Remarque, ils sont capables d'avoir un système automatique. Mais en gros, une caméra, on va appeler ça au départ, une caméra au milieu, à tomber deuxième coup, qui puisse en plus capter automatiquement, quoi. ouais. Voilà. Enfin, quand tu vois les retransmissions, je pense pas que le problème il soit lié aux caméras, il est plus lié au réalisateur. Parce que Mhm. c'est des choix la de réalisation. President's Cup, il y avait des caméras partout, tous les coups devaient être filmés. C'est juste que le réalisateur, je suis pas persuadé que des fois, ce soit des vrais pros de golf, quoi. Enfin, en tout cas, des vrais amateurs. Tu te dis, le mec, il comprend pas ce qu'il faut passer à l'antenne, quoi. Mais pour rester sur le sujet des améliorations, moi, je trouve que, par exemple, ça manque fréquemment, alors on l'a de temps en temps, soit par les commentateurs ou soit affiché, mais le club joué. Je trouve qu'à chaque fois qu'on voit un mec, on devrait savoir quel club il joue. Enfin, les commentateurs, des fois, c'est parce qu'ils reconnaissent les clubs, donc ils savent lequel il est en train de jouer, plus que par l'affichage. Et puis dans certains, enfin, je trouve que ça serait intéressant de savoir quel club il prend, etc. Même dans les wedges, quoi. Il y en a tellement, tu sais pas vraiment. Enfin, si le commentateur a pas l'œil, ça c'est tout bête. Et je trouve que ça serait plutôt intéressant. Et je reviens sur ce que disait Gugu aussi, c'est sur ce qui manque le plus, c'est sur le dénivelé au green, effectivement. Enfin, des greens et tout ça, quoi. Alors, ce qu'on commence à avoir un peu plus avec enfin, le trajet idéal de la balle pour arriver à faire le putt, mais ça, on se rend pas toujours compte des pentes et tout ça, et ça serait quand même assez intéressant. Quelqu'un a une idée de la date à laquelle va sortir la série Netflix? Parce qu'ils vont peut-être apporter des choses nouvelles qu'on aura envie de voir peut-être plus souvent. Je pense que Moi, ça j'ai va envie. démarrer en 2023, quoi, pas avant l'année prochaine, puisqu'ils vont faire toute l'année 2022, en fait, je pense. Mais je sais que, enfin, a priori, j'ai vu un commentaire il n'y a pas longtemps du producteur de la série qui disait que ils étaient super contents parce il y allait avoir plein de choses, quoi. Et ça s'était quand même bien animé cette année, quoi. Bien Donc, animé. Qu'est-ce qui s'est passé? je sais pas. Vous croyez qu'ils ont encore les micros sur les mecs du livre? Mais les micros, c'est vrai qu'on commence à les avoir un peu. On le redit, on a beau leur dire, mais c'est quand même gâché systématiquement par la traduction temps réel qu'on a sur Golf Plus pour la France. Et ça, c'est quand même dommage, quoi. Il faut quand même apprendre que ça se fait pas du tout dans les autres pays, que je veux bien que la France n'est pas un pays où la langue de Shakespeare est très développée, mais ce que font tous les autres pays, c'est qu'ils traduisent a posteriori. Point, quoi. Et c'est pas compliqué. Et déjà, ça leur permettra d'entendre tout ce que le mec dit.
et de pouvoir faire une retranscription à peu près exacte de ce qui a été dit, plutôt que de parler en même temps où des fois il manque la moitié de ce qui a été dit, quoi. Et je Donc, suis d'accord avec vous, mais sachez que dans la communauté, cet avis n'est pas partagé par tous. non, mais je comprends que tu aies besoin d'expliquer après ce qui a été dit, mais il y a pas moins de valeur ajoutée à l'expliquer après qu'à l'expliquer pendant, quoi. Et au contraire. Au contraire. Et c'est comme ça que tu feras progresser les gens, c'est en les laissant entendre. Enfin, moi, j'en ai parlé souvent avec Thierry. Thierry, il me dit en gros, moi, j'aimerais bien qu'il ne traduise rien. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, on laisse comme ça. Et Thierry me dit qu'à chaque fois qu'il fait ça, il se fait, mais alors, allumer de partout en disant qu'en gros, c'est une télé française et qu'il est hors de question qu'en gros, on laisse la prime aux Américains. Voilà, en gros, hein, c'est le Gaulois, quoi. Donc, il essaye, et je crois qu'Adrien essaye de faire gaffe de temps en temps pour faire ça, pour essayer de faire pas trop de commentaires. Tu vois, quand par exemple, ils mettent sur Golf Plus, sur leur hebdo, maintenant systématiquement, enfin quasi systématiquement, il n'y a plus de surcommentaires, il y a un sous-titrage. Donc, c'est-à-dire que tu entends la voix du mec qui parle en anglais avec le petit sous-titrage qui va bien, mais qu'en gros, comme ils ne peuvent pas le faire en direct, eh ben, grosso merdo, en fait, ils sont obligés ou ils doivent, on va appeler ça, faire la trad. Oui, Et en gros, et après, il m'expliquait qu'en gros, il préférait le faire tout de suite parce que comme il ne savait pas ce qui allait se passer dans 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, s'il se retrouve en gros avec un moment chaud où grosso modo, en fait, le mec est en train de péter le fou, il ne va pas essayer de revenir en disant ah ben écoutez, il y a 3 minutes, en gros, voilà, il y avait Robert qui me disait ça. Mais t'as pas besoin non plus enfin, le mec il pote, tu le vois à l'écran, tu t'en fiches, t'as pas besoin de commenter que le mec il vient de rentrer le pote, tu viens de le voir, donc c'est pas très grave, quoi. Enfin, franchement. Et avec la traduction simultanée, en fait, t'as pas les silences, t'as pas les hésitations, t'as pas forcément le ton, t'entends pas. Ouais. Tu perds beaucoup de choses en simultané. Ouais. Mais pour revenir sur les améliorations, je rejoins aussi Olivier sur les pastilles. Je pense que les pastilles, ne serait-ce que des pastilles de règles, on va en parler après dans le sujet d'après, mais des pastilles de règles, ça serait intéressant parce que des fois, je pense que c'est des choses qui peuvent. Enfin, il y a quelques cas de figure de règles qui se produisent assez souvent. Donc, je pense que ça pourrait être sympa d'expliquer, si tu veux progresser, enfin, faire évoluer le golf et le rendre le plus accessible, d'avoir des pastilles de règles qui peuvent se glisser. Et je trouve qu'il y a trop peu de retransmissions où tu vois la présentation des trous sur un parcours. Pendant 4 jours, tu vas avoir le même parcours qui va être joué par tout le monde. C'est moins sur le PGA Tour parce que ça, on l'a quand même un peu plus souvent, mais sur le DP World Tour, je trouve que des fois, le parcours, si en gros tu le regardes le dimanche, tu sais pas trop où t'es, quoi. Et je trouve que ça mériterait des fois d'avoir un peu plus de présentation de trous, quoi. Et que globalement, les 18 trous puissent être présentés sur une diffusion. Alors, pas forcément systématiquement sur la partie du leader, parce que ça devient un peu pénible, mais je pense qu'il y a moyen, plutôt que d'avoir des tableaux de bord, le leaderboard en permanence ou ce genre de choses. Après, techniquement, peut-être qu'on expliquera que tout n'est pas faisable, mais et c'est pas Canal qui peut le faire. C'est évidemment, ça devrait être mis à disposition par les télés. Mais je trouve que ça apporterait aussi d'avoir une vue d'ensemble du parcours et tout ça, parce que il y en a plein, à part les plus connus qu'on connaît par cœur et tout ça. Mais bon, j'aimerais bien aussi des fois avoir des caméras plus à vue, enfin, comme celle du à Masters, vue là. du joueur, quoi. Comme voir un peu ce que lui voit, par exemple. Parce que des fois, tu as des caméras où tu es un peu au-dessus, et du coup, tu te rends pas forcément compte. Enfin, on le voit, par exemple, avec le hall course à Saint-Andrews. Ils expliquent que tu as plein de bunkers qui sont cachés, mais quoi, comme toi, tu as une vue un peu aérienne, tu les vois pas, enfin, tu les vois, les bunkers, quoi. Et tu n'as pas ce que la personne voit en étant sur le tee de départ, par exemple. Il y a sûrement plein de choses à faire, et ça viendra quand on voit comment a évolué la Formule 1, par exemple, en termes de retransmission. C'est assez exceptionnel aujourd'hui, mais on a la chance d'avoir globalement des bons commentateurs en France. Donc, ce qui est déjà pas mal, quoi. Parce que je peux vous dire que si tu regardes le golf en Suède, tu te fais chier, quoi. Ils sont suédois en plus. Les mecs, ils s'endorment.
Ça, c'est vrai que par exemple, quand tu as Adrien qui est au commentaire, s'endormir, c'est compliqué. Parce que bon, voilà, dès que le mec commence à charger au niveau du putting, voilà. On vit le truc, quoi. Voilà, on se croit. C'est le caddie de Jean-Baptiste Gonnet, non? Sylvain Clévy, là. Et qui disait, je sais plus, enfin, à un moment, il y avait des échanges sur Twitter, il dit, ouais, bon, à part Adrien qui est capable de me réveiller de ma sieste pendant un putt d'un mec au premier tour, bon, évolution, ouais, je pense qu'il y en a d'autres. N'hésitez pas à commenter l'épisode et puis nous dire ce que vous aimeriez voir comme évolution. Je pense que sur la partie matérielle d'ailleurs, je pense qu'il pourrait y avoir un petit peu aussi, ça intéresse pas mal les gens de savoir un peu plus que ce que jouent les joueurs et tout ça, ça pourrait être intéressant. On a parlé un peu des pastilles de règles qui va nous amener à cette deuxième question. Alors, le coupable, c'est Olivier, hein, c'est lui qui a suggéré le sujet. Faut-il garder les mêmes règles pour les amateurs que les professionnels? Alors, on va donner tout de suite la parole à Olivier parce que quel problème tu as avec les règles, Olivier? J'ai pas de problème. Personnellement, j'ai pas de problème. Allez, la France entière t'écoute. Tu aimerais ne pas avoir un coup de pénalité quand ta balle va dans l'eau, peut-être? Juste en préambule, hein, c'est juste en préambule. Des fois, ça serait bien d'avoir des tribunes derrière les greens. Comme ça, t'as un free drop, tu vois. Ça peut être pas mal. Ça peut servir. Voilà. Surtout en cas de topon. Voilà, quand tu fais un gros topon qui part derrière, au moins ta backspin, quoi, volontaire ou pas, bah, c'est bien, quoi. Merci le spectateur. Non, c'est après, moi je suis pas embêté. Non, c'était il y a un mois, j'ai joué en compétition par équipe en fait en golf entreprise en 5e division régionale. Donc à un niveau quand même assez loin de la Ryder Cup. Et puis là, c'était, je crois, c'était sur le green du 14 ou du 15. Et il y a un gars, il a essayé de m'inventer un truc, quoi. Voilà. Comme on a le droit sur les. Alors, c'était sur les zones du ras. En fait, on peut déplacer la balle de la longueur d'un club. Alors, c'est une carte ou un club, ça dépend des règles locales, ça dépend. Là, c'était un club. Donc, il était en bord de green et il me dit, bah, là, j'ai le droit de me déplacer d'un club et donc de mettre la balle sur le green. J'ai trouvé ça plutôt très drôle. Et dans le trou, peut-être? Peut-être, ouais. Mais non, sans se rapprocher du trou, bien sûr. Voilà, etc. Mais bon, il se retrouvait après à jouer sur le green avec son putter, quoi. Et puis, voilà, au final, j'ai dit, bah, moi, on va peut-être appeler un arbitre, mais il y a des gens derrière, déjà, ils attendent un peu, donc ça va retarder, donc tu fais ce que tu veux, moi, ça me dérange. Enfin, je suis pas d'accord, mais tu fais ce que tu veux maintenant. Il me dit non, ça me plaît pas et tout. Donc je reste sur mon truc. Ça s'est fini, la partie s'est finie deux trous plus tard, j'ai gagné. Ça l'a peut-être lui embêté. Il voulait peut-être m'embêter avec les règles, mais finalement c'est lui qui a été le plus embêté. Et en fait, on a quand même des règles qui sont assez complexes. On a vérifié après, enfin voilà, il n'avait pas le droit de le faire. Et je me dis, bah, des fois, on pourrait peut-être simplifier quand on est à ce niveau de compétition, puisque sur certaines règles, sur une balle injouable, on a 3 options, on peut se déplacer d'un club ou de 2 clubs. C'est pas forcément simple. Je me dis, est-ce qu'on pourrait pas simplifier? Puis en même temps, je me dis, bah oui, mais il y a l'universalité du jeu. Et donc là, c'est comme tous les sports, en fait, à tous les niveaux, on joue tous avec toutes les mêmes règles. Donc pour l'instant, moi, je suis partagé en fait entre les deux. J'ai pas d'avis tranché. Il y avait déjà eu une simplification de certaines règles là en 2019, notamment pour lutter contre le gelant. J'ai pas l'impression que ça ait beaucoup évolué les choses. Mais je sais pas si on peut encore simplifier ou pas. Après, c'est vrai que en général, les règles sont toujours les mêmes, quel que soit le niveau, mais enfin, tu as quand même quelques différences. Par exemple, si tu prends le foot, tu as la VAR aujourd'hui qui existe. Elle existe qu'au haut niveau. Elle n'existe pas pour les autres clubs. Il n'y a pas la télé qui est partout. Donc, il y a bien une différence quand même. Donc,
Ça Nous serait, aussi, on en a des différences à notre niveau. Le télémètre, on a le droit de l'utiliser, les pros l'ont pas. tu as le droit en compétition? Ah ouais, le télémètre, par exemple, il n'y a Ouais. aucun problème. Toi, tu peux Ouais, le mais droit, tu peux pas, le pro, il a son caddie, quoi. Ouais, mais pas de télémètre. Mm. Voilà. Bah, ils ont commencé, puisque le PGA Championship, il y avait eu le droit. C'est ça. Mais pour l'instant, on va dire qu'en gros, on va appeler ça quoi? La norme sur les tours pro, si on peut utiliser le terme de norme, c'est pas de télémètre pour l'instant. Voilà, ça changera peut-être encore, mais à l'heure actuelle, il n'y a. Après, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'il y a globalement, et je parle pour moi, je ne vais pas vous accuser vous, mais je pense que globalement, il y a une relativement peu bonne maîtrise des règles. Voilà, il y a les cas standards que tu vas connaître, etc. Mais il y a des cas particuliers où c'est clair que moi, je connais pas. Alors après, il y a aussi, pour rester dans le même esprit, même si je veux pas m'en écarter, mais il y a aussi le golf hors compétition. C'est-à-dire que il pourrait y avoir aussi un peu plus de souplesse des fois. Enfin, je pense qu'on joue un peu trop dans l'esprit règle du golf lorsque on est en partie amicale, quoi. En gros, moi, c'est soit je joue en match play ou en stroke, et dans ces cas-là, je deviens, on va appeler ça quoi, un rétrograde de première, et j'essaye de suivre précisément l'aléa jacta-est des règles, soit alors je suis en partie amicale et je m'autorise ce que je veux. Voilà, c'est-à-dire que, et il m'est de temps en temps aussi arrivé de jouer à des match play avec des mecs où en fait on s'autorisait ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux faire un match play, si le golf il te dit tu places pas la balle, mais qu'entre deux partenaires on te dit on place la balle, un club, deux clubs, 8 km, bah 8 km. Hein. Voilà, donc après c'est comme tout. C'est-à-dire que la problématique pour moi en gros des règles, c'est que un grand nombre de règles viennent aider le golfeur, que ce soit dans les procédures de drop, etc., etc. Il y a tout un tas d'éléments qui fait que quand, par exemple, tu mets ta balle à l'eau, tu peux te démerder pour réussir en fait à presque placer la balle quand tu vas faire ton drop, si tu connais juste bien les règles. Sauf que comme il y a un paquet de gens qui ne les connaissent pas, ils dropent un peu n'importe comment, se mettent dans une situation qui est encore plus complexe et se disent oh, putain, ça fait chier les règles. Sauf qu'en fait, si tu les connais bien, tu peux réussir à les exploiter pour que, à défaut enfin, on t'a fait un mauvais coup, tu es puni, mais qu'elles évitent de te punir une deuxième fois. Après, le même système pour Olivier, c'est que si effectivement, en gros, la règle originelle, tu joues ta balle là où est-ce qu'elle est et tu places pas, bah, ta règle de, effectivement, tu la places à un club, bah, enfin voilà, il n'y a plus de problème d'équivoque. Le problème, c'est qu'effectivement, par contre, si tu fais ça, bah, si de temps en temps, tu es dans un niveau ou dans un truc comme ça, bon, bah, tu pleures un peu, quoi. Donc après, c'est comme tout, c'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'essaye de faire, on appelle ça des compètes et que je vois que des gens commettent des erreurs par omission ou par volonté, bah, moi, je m'embête jamais. Je dis, écoute, t'es sûr de ton coup? Oui. Je dis, moi, je crois avoir raison. Voilà, bah, dans ces cas, je te propose que tu joues deux balles. On va faire à l'arrêt 4-4. Apprenez-le, messieurs, dames. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu as un doute sur une règle, tu joues une première balle telle que tu le sens. Tu dis quel est, on va appeler ça ta première balle. Est-ce que tu veux la jouer telle qu'avec ton drop ou sans ton drop? Et tu notes ton score. Et tu joues la deuxième balle avec l'autre règle et tu notes le score. Et à la fin, tu vas voir l'arbitre ou le responsable du golf en disant écoutez, voilà, on était là, donc évidemment, tu as pris une petite photo, etc. On était là, on a joué ça, est-ce que vous savez quelle est la bonne règle? Là, l'avantage, c'est qu'avec cette règle-là, de toute manière, tu es sûr d'avoir le bon cas, puisque tu as celui qui t'a avantagé ou celui qui t'a pas avantagé, et puis tu as noté tes deux scores. Mais tu as le droit de le faire, ça, ou c'est un accord que tu. C'est pas, tu as le droit, il faut. D'accord. Il faut. D'accord? Et la chose qui est essentielle dans cette règle-là, c'est que tu dois dire quelle est, on va appeler ça ta première balle que tu considères être comme la bonne. Parce qu'il peut arriver de temps en temps que le cas de règle soit valable pour les deux. C'est-à-dire que tu puisses avoir le droit de ne pas te dropper ou de te dropper. Et dans ces cas-là, ce qu'il est important, c'est de déterminer effectivement quelle est la première balle, de façon à ce que si, par exemple, sur ta première balle, genre, tu fais un plus mauvais score, tu puisses pas dire « Ah ben non, mais en fait, en gros, c'était la deuxième balle que je voulais jouer parce que j'ai fait 4 et en fait, avec la première, j'ai fait 6. D'accord? Donc, si un jour, vous avez en gros des dilemmes de… Exactement. Donc, si un jour, vous avez un dilemme de règles, alors c'est vrai que c'est plus chiant en match play parce qu'en match play, comme effectivement, en gros, tu es sur un résultat qui est
qui est en mode série, si effectivement un coup tu gagnes le trou, finalement, en fait, en gros, tu sais pas trop et puis tu attends le résultat de l'arbitre pour pouvoir éventuellement déterminer le statut du match, c'est quand même vachement plus compliqué. Mais disons qu'en stroke play, si un jour vous avez un doute, voilà, tu prends ta situation, tu joues ta première balle, tu dis ah ben non, celle-là, je pense que j'avais un drop, tu joues avec ton drop, tu notes tes 2 scores et puis à la fin, tu vas faire ton recording. Moi, sincèrement, rien que quand je m'amuse à faire des compétitions, mais même entre gens, on appelle ça de bon esprit, mais quand je vois de temps en temps quand les gens drop, mais juste pour une balle à l'eau, mais tu dis, mais tu sais même, tu n'as même pas déterminé le point d'entrée, tes 2 clubs, tu sais même pas où est-ce que ça s'arrête, tu drops un peu n'importe où et tu dis que ta balle est en jeu, mais où? Où? Tu mets un tee là où ta balle elle arrive, à peu près à la limite de l'obstacle, tu mets un deuxième tee à peu près à un club, un troisième tee au bout du deuxième club, tu fais ton truc et tu fais quoi. Et là, les mecs, ils arrivent au milieu, il faut bon, par là. Et c'est là où pour moi, en gros, c'est un défaut. Donc après, effectivement, tu es en partie amicale, tu t'encarres, ou tu t'encarres pas. Mais par contre, tu es en partie, on va appeler ça en compète, tu essayes de jouer comme les règles du jeu. Et pour moi, il ne faut surtout pas appeler ça diverger, parce que déjà qu'il y a des règles fantômes, quand on est censé suivre, on va appeler ça les mêmes règles que les pros. Alors si en plus on commence à avoir un statut à part, là les mecs vont dire non, celle-là c'est que pour les pros. Nous, c'est donné à moins d'un mètre. Ah bon? Ok, d'accord, donné. Bon, donc on a compris ton point de vue. Les mêmes règles pour tout le monde. On n'a pas entendu Cyril dessus. Les mêmes règles pour tout le monde ou pas? En compétition, oui. Oui, en compétition, ouais, je suis pour l'universalité, comme dirait Olivier. Non, c'est plus simple pour tout le monde, quoi. C'est tout le monde les mêmes règles. Donc, Mais les mêmes règles pour tout le monde, par exemple, ça impose normalement de jouer tout le temps la même marque de balle, par exemple. Et même la même compression de balle. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est. T'as pas le droit de passer d'une Titleist Pro V1 à une Titleist NXT Tour ou bon, distance sur un même tournoi, sur un même parcours, ouais. Moi, avec la meilleure volonté du monde, je pense que il n'y a pas une compète où des fois j'ai joué les mêmes balles, quoi. Parce que je sais que je vais en jouer plusieurs dans le 18 trous. Je ne vais pas jouer avec la même. Il n'y a personne qui vérifie ça, d'ailleurs. Hein. Comment? Il n'y a personne qui vérifie ça. Oui, je sais que tu joues la même, c'est surtout quand tu en perds une et que tu joues ta provisoire. Effectivement, tu n'es pas mieux de. C'est mieux de ne pas passer d'une Swixon à une Titleist, c'est sûr. Ouais. Parce que, non, mais. sinon, il n'y a personne qui va regarder. Bon, ok, c'est quoi toutes tes balles? Non, tu ne regardes pas, mais tu es obligé de l'annoncer. Oui, mais ça. Comme tu es obligé d'annoncer au début avec tes petites marques, etc. Voilà. Après, c'est comme d'hab, en fait. Moi, par exemple, cette règle-là, je la connais depuis 25 ans et faut avoir de la latitude. Moi, tant que je suis pas équipé par Inesis et ses balles 900. C'est ça. Voilà, ou les Titleist Pro VRX que j'arrive pas à ramoner, mais bon. Mais en gros, dans l'esprit, ouais, mais ça, par exemple, typiquement, enfin, ça, en tout cas, c'est une règle qui est vraiment de bon sens et si possible, à chaque amateur, appliquez-la, pitié, parce que ça veut dire qu'en gros, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez joué un shot sur le même parcours, sur le parcours, vous allez avoir à peu près le même ressenti et c'est diablement important typiquement sur les wedges et le putting. Oui, mais comme tu dis, c'est-à-dire que, moi je pars pas avec ma boîte de 12 balles, quoi, tu vois. Je suis un peu optimiste, donc tu vois, je dis tiens, je vais prendre 3 balles neuves, mais il arrive que des fois les 3 balles neuves suffisent pas. Donc là, tu vas chercher dans le fond du sac et t'as pas toujours une qui est tout à fait la même parce que pendant que tu cherchais celle qui était à côté, tu as trouvé 2 belles balles, mais elles ne sont pas à toi. Et tu dis, je vais quand même les jouer. Enfin, je ne sais pas. Mais... Et je vous le répète, hein, si vous trouvez des balles dans un obstacle d'eau ou des balles perdues, c'est que c'est leur destin d'être perdues. Oui, laissez-les. Ouais. Ne les jouez pas. Laissez-les aux autres. Mais moi je ne connais pas une balle dont le destin n'est pas d'être perdu. Parce que sinon, je jouerais avec la même balle depuis 20 ans. Quoi. Les balles jaunes, putain, ça va se voir. C'est ça. Non, mais c'est vrai que la question était sans doute un peu rhétorique sur les mêmes règles pour les amateurs que pour les pros parce que ça reste du golf. On est forcément obligé de jouer avec le même principe. C'est quand même l'objectif final. Après, il faut évidemment distinguer l'amical de la compétition. Il y avait une question, par exemple, en amical. À combien vous donnez le putt, vous, en amical? Pas en compétition, mais en amical. Vous considérez à combien
Parce que bon, des fois tu vois des gens, tu dis, tu donnes, là tu vas quand même pas donner, parce qu'à 1,50 m, elle est, Non, elle est ça quand ne donne pas. elle est comme, elle est quand même pas, Ah, mais elle est quand même pas mise. Mais enfin, tu as des gens, des fois, ils se donnent les trucs. Et puis tu en as qui se les Non, donnent moi, je suis pas pas, je suis pas avec un sympa, peu. moi. Je donne pas beaucoup. Tu donnes pas, toi. Non, je donne Donc, très peu, très peu. bon, moi, je donne plus à mon fils Tu souvent, veux que je mais, te donne, mais quand moi, je là, jouais, en général, c'est le manche du potter, mais je prends le manche du mien, Ouais. quoi. Parce que lui, il a un mon- petit club, donc ce serait pas sympa. quand je jouais en équipe pour le Blue Green de Saint-Quentin avec mon défunt capitaine qui nous a quittés, mais enfin là, il nous disait en gros, si tu veux déstabiliser un joueur, le mieux c'est de donner très facilement au début. Donc, 1, 2, 3, même à 1 m, 1,50 m, tu donnes. D'accord? Le mec va se dire, bah, attends, il est tombé sur le Père Noël. Voilà. Et donc, plus le match, il va réduire. Donc, lui, c'était quand même il adorait la morale et l'éthique. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, à un demi-putter ou un putter, il considérait que voilà, on donnait. Et puis, comme nous, c'était des compétitions en hiver, si tu gagnes un match play juste parce qu'en gros, il y a eu un petit grain de glace qui vient apparaître et qui vient faire sortir la ligne, c'était pas l'objectif. Et il me disait qu'en gros, plus le temps passe et plus tu réduis la surface de données. Et l'objectif, c'est qu'en gros, quand le mec il putt, il te regarde avec ses yeux comme genre un cocker, l'air de dire bah, tu le donnes pas celui-là. Et il me disait là, tu as fait 50% du taf. Ouais, mais là, tu es dans l'esprit compétition, c'est pour Ouais. ça que je disais en Non, mais amical. c'est appliqué pareil en amical. Ouais. ne verra jamais jouer à l'amical avec toi, hein, mon cucu, parce qu'on ferait une compétition. C'est quoi ta définition d'amical? Ah bah moi, un match play amical, c'est un match play où ça chambre, où ça joue, où ça. Enfin voilà, l'objectif c'est d'essayer. Enfin, moi, ce que j'ai dans ce genre de cas, c'est tester, on va appeler ça pas les limites, parce que on n'est pas là pour être non plus des enculés, mais pour essayer d'essayer Plus que d'imaginer un peu quand même, allez, mais d'essayer, on va appeler ça titiller le joueur sur sa limite mentale. C'est sur ça où tu progresses en général. C'est-à-dire que le putt à 3 mètres, il y a des gens, tu sais que de toute façon, il y en a, ils vont jamais craquer. L'objectif, c'est d'essayer de voir s'il y a un moment ou un autre, par rien de plus qu'un petit changement, c'est-à-dire que voilà, au début, tu donnes ça, puis ça, puis ça, puis ça, et tu réduis pour voir si ça a de l'impact ou pas. Il va y avoir des joueurs où tu sais que ça n'a aucun impact. Voilà. Mais il va y avoir des joueurs, et même en amical, hein, c'est important de le savoir, parce que si tu sais qu'au fur et à mesure, en gros, tu rentres une ficelle à 3 mètres, et puis d'un coup, au milieu du parcours, à 1,50 m, tu commences à trembler parce que tu ne sais pas le faire, ça donne quand même des idées sur, on va appeler ça, comment est-ce que tu peux éventuellement trouver process, routine, ou je sais pas, objectif, je ne sais plus les triptyques des mots magiques, mais grosso merdo, voilà quoi. Et ça, typiquement, enfin voilà, et je te jure que j'en ai gagné des match play grâce à lui. Mais vraiment beaucoup, quoi. Et sur des match play qui étaient. Non, 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 non. Non, mais Je te il a jure, gagné des match play, mais il n'a plus d'amis. Non, non, Mais non, si, non, si non. c'est mental, je valide. Non, mais je pense qu'il y en a certains que j'aurais dû gagner et je pense que j'ai été trop con. Allez, pour finir sur ces règles, si vous deviez enlever une règle au golf. Bah, la balle dans le divot, jouer une balle dans un divot. Tu pénalises un bon coup, en général. Quoi. En tout cas, oui, un bon coup, parce que plein fairway. Donc, ouais, déjà, c'est ce qui me vient à l'esprit en premier. Pour moi, la première, ce serait peut-être éventuellement sur un obstacle jaune. Lorsque ta balle, ayant une pensée émue, pour ceux qui ont vu l'image de Rasmus Højgaard, et qui peut nous arriver aussi de temps en temps, c'est-à-dire que voilà, ta balle franchit l'obstacle et par un mouvement de backspin ou de pas de chance revient et ressort, avoir le droit de manière très exceptionnelle de réussir à se dropper du côté où tu as déjà passé et pas du côté où tu es derrière. Voilà. Ça, c'est parce que celle-là. c'était un obstacle jaune et pas Exactement, c'est un obstacle d'eau jaune et qui ne peut pas réussir à se rouge. dropper sans se rapprocher du trou. Voilà, ça serait peut-être juste celle-là où effectivement, en gros, pour ceux qui ont voulu tenter et qui, par malchance, terminent derrière, ben voilà quoi. Olivier? Là, j'en ai pas qui me viennent, mais donc je copie sur Cyril. Ouais. Pour le Divo. Pour pas pénaliser des bons coups. Alors, dernier sujet, très sérieux s'il en est, surtout avec nous. Vous êtes plutôt sac sur l'épaule ou chariot? Je pense que, alors, pour avoir joué avec deux d'entre vous, je sais que c'est plutôt chariot, mais et je suis sûr que Cyril, tu nous avais dit, je crois déjà, tu es sac sur l'épaule, toi, non?
Oui, je porte et je marche. Ouais. Ouais. Tu joues 18 trous. 18, ouais, ouais. Mm. Avec un des sacs les plus légers du marché, c'est très important. Mhm. Parce que si le dos est 11 clubs. 11 Et clubs. puis en général, un petit verre d'eau, pas plus. Et une demi-banane. Il ne faut pas que ça dépasse les 6. Alors, euh, alors les nutritionnistes qui nous écoutent ne seraient pas contents, hein, mais Mais Ouais, c'est le tu peux, casse-tête. tu peux boire sur ton parcours? Enfin, Non, tu peux non, non. recharger? Je plaisante pour la boisson et la nourriture, mais il faut que ce soit le plus léger possible. Pour le dos, ouais. Sinon, pas Et comme ça. alors, et si jamais éventuellement il pleut, tu as un sac plus gros ou tu joues pas? Non, non, je joue, mais c'est ça, ça devient le bordel. Ah, oui, à moins de tout mettre tes trucs de pluie sur le dos, même s'il pleut plus. Et, ouais, ouais, non, le plus léger possible. et donc Olivier, toi, chariot, Ça dépend de la saison. d'accord, Ça dépend de la saison. En hiver, je passe plutôt sac sur l'épaule, d'accord. avec voilà, une série, enfin, moins de 14 clubs, et puis plutôt demi-série. Mm. Sac léger, parce que le chariot dans la boue, Oui, c'est ça, ouais. c'est pas pratique non plus. Voilà, pousser le chariot sur des terrains humides, ça demande aussi beaucoup d'efforts. Mais c'est plutôt, ouais, j'ai deux sacs, voilà, un sac léger puis un sac plus pour chariot. Je m'adapte, enfin, voilà, en fonction de la météo, en fonction de l'envie. Mm. Et puis du fait de faire 18 ou 9, moi je sais que Ouais. j'ai tendance à le porter si je fais que 9. Après, ça dépend des parcours aussi, quoi. C'est-à-dire que Pléneuf-Valandré, des fois, tu es content d'avoir le chariot, quoi. Mm. Gugu, toi, chariot. Moi, je suis passé à l'électrique il y a 6 ans de ça. Un chariot électrique. Ah, Ouais, donc moi j'ai un jeu de senior et donc un chariot de senior, donc j'ai pas envie de pousser. Le truc se pousse lui-même. Moi, je crois que la révélation est arrivée au golf de Caen et à Oulgat. En gros, ça ressemble un petit peu à Pléneuf, mais c'est encore un peu plus casse-pattes parce que en gros, Pléneuf, pour ceux qui connaissent, ça descend une fois et puis ça remonte une fois, mais après c'est à peu près plat. J'exagère un peu, mais grosso modo, c'est à peu près plat. Euh, Oulgat et Caen sont plutôt des faux plats complets. Et en fait, quasiment toute l'équipe en gros de Caen, j'avais fait un Grand Prix là-bas et que j'avais joué avec un des mecs de l'équipe super sympa. Et je dis mais et il devait pas être plus vieux que moi, donc il devait avoir genre une trentaine d'années. Je lui fais mais déjà électrique, ça va petit vieux? Et voilà, à peu près sur ce ton-là, quoi. Et le mec, il me dit, bah, écoute, moi, je pense que ça m'a fait gagner 1 ou 2 points sur chaque parcours, et tu vas voir, on en reparlera à la fin de 18 à Caen. Bon, bah, au bout de 18, j'étais, voilà. Et puis lui, il était bien. Mais voilà. Et depuis ce moment-là, ouais, je suis passé à l'électrique, en l'occurrence avec un constructeur hollandais qui s'appelle Gokart, parce que je voulais pas non plus mettre trop d'argent là-dessus. Et j'adore mon chariot électrique, sauf quand je joue, par exemple, l'Albatros, ou des parcours comme ça qui sont très cordés, c'est-à-dire que dès que tu commences à t'approcher du green, tout un tas de cordes t'empêchent de pouvoir, on va appeler ça, nuire à la qualité du fairway de l'avant-green. Et donc, seuls les petits malins qui portent leur sac, eux, franchissent allègrement les choses et vont directement vers le drapeau, quand moi, je suis plutôt en train de prendre le périph' parisien pour arriver à mon jeu. Donc voilà, mais en échange de quoi, en général, j'essaye d'être rapide, puisque vu que c'est le chariot qui pousse et pas moi, on arrive quand même à aller assez vite. Mais ouais, chariot électrique, et je crois que si demain je casse un driver et je casse un chariot électrique et je dois faire un choix, je crois que c'est le chariot électrique d'abord. Peut-être qu'un jour j'arriverai à l'avoir en recommandé. Là, c'est genre limite, vas-y, tourne à gauche, tourne à droite. Ça commence à coûter vachement plus cher, mais quand tu commences à avoir en face de toi, en fait, en gros, directement intégré à ton chariot, la carte du trou avec tous les trucs tactiles, et puis que tu peux le commander à distance. Donc ça veut dire qu'en gros, en fait, genre, tu as fait ton petit coup edge sur l'Albatros, et puis en fait, en gros, tu prends ton putter directement et puis tu pilotes un petit peu ton truc à distance pendant ce temps-là. Lui, il fait tout le tour et puis il arrive derrière le green pendant que toi, tu es en train de t'avancer. Le gain de temps est monumental, quoi. Voilà. mm, Donc, mais bon, en échange de quoi, la somme, elle est aussi mm. monumentale. Moi, c'est vrai que je suis passé au chariot quand tu joues dans des régions comme les nôtres qui sont plutôt incertaines en termes de météo et que tu es quand même obligé de prévoir un peu tous les types de fringues parce qu'il va faire chaud, il va faire froid, il va pleuvoir, il va pas pleuvoir. Et puis surtout le côté pluie, autant quand il fait beau, c'est une belle journée, porter ton sac, c'est plutôt sympa et tout ça. C'est vrai que tu peux, sur certains parcours, tu peux même arriver à gagner du temps parce que tu peux couper plus facilement
rejoindre des tis beaucoup plus facilement, ce genre de choses. Mais quand il pleut, et que là, tu n'as pas le chariot, tu peux mettre le parapluie, là ça devient galère, quoi. Si c'est la petite averse qui dure que 2 minutes et puis on n'en parle plus, mais quand tu es trempé jusqu'aux os et que c'est au départ du 1 et qu'il te reste 17 trous, c'est quand même moins drôle, quand même. Je reviens sur une réflexion que tu avais sur l'eau, où je trouve qu'en France, ça manque très souvent de points d'eau sur le parcours, de ne pas pouvoir remplir sa bouteille régulièrement. Et ça, c'est une chose que j'apprécie vachement ici en Suède, c'est qu'on a régulièrement des points d'eau qui permet d'avoir une gourde et de la remplir fréquemment, etc. La gourde, les points d'eau et les toilettes. Ouais. Ça, c'est les 3 points. Voilà. Donc, effectivement, quand tu as un trou, effectivement, du 1 au 9, tu repasses au clubhouse. Bon, bah voilà, c'est simple, facile. En termes de logistique, c'est pratique. Mais les toilettes, monsieur les architectes, il faut y penser, quoi. Enfin, voilà. Nous, ça va, on est des garçons. Toilettes sèches, quoi. Ouais, mais nous, on est des garçons, quoi. Voilà. Ouais. On peut s'en sortir à peu près correctement. Mais bon, voilà, quoi. Les toilettes sèches, ici, il y en a globalement au minimum un à l'aller et un au retour, quoi. Bon, ben ouais, en général, dans un golf en France, déjà, quand tu as déjà une chiotte au 9, c'est déjà énorme. D'accord. Et évidemment, enfin voilà, sur les golfs où effectivement tu ne repars pas au clubhouse. Ouais. Mais ouais, donc ouais, c'est moi en tout cas, moi je sais que typiquement les jours de pluie, le chariot, voilà, c'est vraiment vraiment super bien. Moi je fous mon sac sur mon chariot, le parapluie qui protège le sac, et puis j'ai mon parapluie à moi en plus pour me protéger pendant que j'attends sur le green. Comme ça, je suis au taquet, je suis bien, je suis limite, je prends pas l'eau. Ah bah ouais, non mais écoute, non mais quand il pleut pour de vrai, ouais, enfin va en Bretagne, il fait 3 heures de flotte déjà, enfin voilà, au bout d'un trou, en gros, voilà, t'as la lisière de la casquette qui pleut au-dessus de toi, c'est bon quoi. Enfin, voilà quoi, faut se ménager à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que l'été, clairement, demi-série, demi-petit sac, c'est top. Cyril, non, n'envisage pas de passer au chariot? Non, pas tout de suite. Oui, si, à un moment, si je pense que oui, c'est le dos qui fera que, c'est le physique qui fera que je serai plus capable de porter. Ça serait électrique ou plutôt encore manuel? Ouais, probablement, ouais, je pense que j'irai avec un électrique, ouais. Parce qu'au niveau tant qu'à y être, c'est ça, au niveau confort, c'est top, quoi. Déjà, le fait de marcher et de n'avoir rien à porter, là, puis ça change ta game, hein. Faut pas croire, je pense. Parce que moi, je porte le sac, toujours mes coups de fatigue. Bon, en début de saison, ça va être rapidement 11-12. Bon, maintenant, c'est plus vers la fin, mais quoi qu'il arrive, tu lâches des coups, du coup, parce que tu as des douleurs dorsales, enfin bref, tu as des douleurs physiques. Alors que si tu portes plus, en plus, là, tu es là avec ta télé, tu pousses même plus, tu as juste. Ouais, non, c'est un gain, donc je pense, aussi bien sur la carte que la santé, que oui, l'électrique. Ouais, je pense ça permet quand même à pas mal de gens de continuer à jouer à plus de 70 ans, 80 ans facilement. C'est quand même top pour ça. Le chariot électrique, Olivier, toi, tu y songes ou pas encore? Non, pas encore. Je reste jeune là dans ma tête. Donc j'y pense pas encore. Faut jamais dire jamais. Donc... C'est pour ça que nous on se projette, tu vois, nous déjà, 2 ans, 3 ans, c'est demain, quoi. Ouais. Non, mais comme disait Gugu, c'est aussi une histoire de prix, quoi. Je pense que l'électrique, ça reste quand même, ça devient un budget, quoi. 549 € chez GoKart. Ouais. Voilà, et c'était quasiment le maximum que j'étais prêt à mettre. Et je pense que ça reste mon maximum. Mais non, mais c'est à peu près ça. Mais enfin voilà, et je voulais par exemple une batterie un peu plus grande pour 36 trous, je l'ai pas prise. Et voilà, après il faut, enfin voilà, moi je considère qu'à appeler ça à mon niveau d'âge et de douleur qui était quasi inexistante, c'était le maximum raisonnable, on va appeler ça, dans lequel j'étais capable de mettre. Après, en échange de quoi, j'ai un chariot plastique qui est tout dégueu, il est pas joli, voilà. Mais par contre, il fait le taf et il est increvable. Donc après, suivant ton niveau de douleur, de praticité, d'exigence, de beauté, le 550, tu vas l'oublier très vite pour ajouter un 1 devant, ou peut-être même un 2 devant si vraiment tu décides de te faire plaisir. Mais voilà, c'est... On vient de perdre Decathlon en tout cas là. Comme ça. Je t'avoue,
J'attends leur Merci, prochain Coca. parce que je pense qu'ils en parlent. Hein. Ouais, voilà. Jucad, si tu m'écoutes, voilà. Mais non, mais clairement, je pense qu'il y a énormément d'attentes de ce point de vue-là parce que comme d'hab, Decathlon disrupte le marché. Enfin, disrupte pas, non. Ils discountent le marché. Et là, clairement, je pense que sur le chariot électrique, ils peuvent être le facilitateur. Bon, eh bien, l'émission touche à sa fin. Alors, on va conclure parce que là, il y a 8 jours, c'était un peu plus de 10 jours. C'était 365 jours avant la Ryder Cup. Donc, on est à moins d'un an maintenant. Donc, la Ryder Cup qui aura lieu du 29 septembre au 1er octobre. Enfin, pour les jours de compétition, il y a des jours avant pour ceux qui veulent assister aux entraînements. Donc à Rome, donc avec Luke Donald en capitaine. Et donc Luke Donald, on le sait, il a changé la donne avec 6 sélectionnés automatiques et 6 choix du capitaine. On a déjà parlé de l'ordre des sélections automatiques entre Tour européen et classement mondial. Mais globalement, on a à peine la moitié de l'équipe côté européen qui est assurée. Alors, vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais Rory, John Ram, Victor Hovland, Fitzpatrick et Laurie sont peut-être voilà, les 4 ou 5, si on compte Laurie ou pas. Mais bon, vu qu'il c'est quand même parmi ceux qui ont gagné les majeurs, je pense que voilà, Oh oui. ça fait partie. Enfin, Hovland n'a pas gagné, mais ça reste celui qui est régulier sur le PGA Tour. Je pense que c'est à peu près les 5 seuls qui sont sûrs, sauf accident, évidemment, ce qu'on ne souhaite pas. On touche du bois pour Luke Donald. Donc, la question que j'avais envie de vous poser, c'est quels sont pour vous les 7 restants? Si vous êtes d'accord avec mes 5 premiers, mais vous avez le droit de remettre en cause l'un des 5. Hein. Ouais, je sais pas, vous en pensez quoi, la gang? Moi, je mettrais McIntyre quand même, surtout en ce moment, dans les certains, entre guillemets. Ouais, moi je l'avais mis aussi. McIntyre, ouais, ouais. Mm. Jeune, bon, évidemment, il vient de gagner, là, donc. Gugu, non. Mais, il est bon, il est bon. Pardon? Et est-ce que je peux dans ces cas-là commencer? Comme ça, on ira du pire vers le meilleur. Ouais. Ça, Vas-y. Alors, ça vous vas-y, convient? donne Donc, tes 7 restants. Si tu es d'accord ouais, avec alors, les 5. ouais, je suis d'accord avec les 5. Donc, D'accord. préambule, je suis 31e sur 44 sur le classement de la Fantasy européenne. Je suis 34e sur 47 sur le classement du PGA Tour. Donc, mes pronos ne valent rien, messieurs, dames. Merci, c'est devenu. Donc, mon 6e joueur serait Hatton. Le 7e, parce que je le trouve en retour de forme, Noren. Et qu'en plus, à l'occasion, en ce moment, enfin à date, il n'est pas si mal classé. Je mettrais Peters ensuite. Fleetwood, parce que voilà. Enfin, la problématique, c'est qu'en fait, en dehors des 5 premiers, c'est compliqué de trouver les autres. Ouais. Ensuite, j'ai un vrai attachement pour Wiesberger. Voilà. Et je termine ma composition par 2 joueurs que je considère, moi, inattendus. Mais bon, voilà, Victor Pérez et Sepp Straka. Ok. Donc là, tu es à 12. Je suis à 12, ouais. Ok. On débattra après. Olivier? J'ai mis Fleetwood également, j'ai mis Victor Pérez, Migliozzi, Molinari, Peters, Noren et Rosner. Ok. Pas Tyrrell Hatton. 2 Français. D'accord. Ok. Cyril? Ben, moi, je mets Hatton aussi. Fleetwood, je pense qu'il y sera, hein, mais en ce moment, il a encore beaucoup à prouver, malgré qu'il soit 29e mondial. Pas terrible le PGA l'année dernière, etc. Donc à prouver, mais oui, je pense qu'il va y être. Ensuite, vous allez voir le côté PGA. Moi, j'ai Straka, Tetri, Power, l'Irlandais. Donc des gros frappeurs, faut mettre des mines. Migliozzi, il faut qu'il y ait un Italien. Et actuellement, je pense que ce sera plus lui que Molinari. On verra ça dans un an. Et puis après, c'est ça fait chier parce qu'il y a Pérez, évidemment. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un Français, que ce soit lui ou Rosner. Mais je vois Rasmus, je garde. Donc, pas de Français pour moi. Ouais, moi je suis entre vous tous alors, parce que j'avais mis Fleetwood, Peters, McIntyre, Perez, Højgaard, Straka. Et alors, si j'avais mis, j'ai fait appel à un vieux de la vieille, à Justin Rose, parmi les choix du capitaine.
parce que ça manque globalement d'expérience. Et que j'avais l'impression que Justin il revenait un peu en fin Ouais. de saison. Et que voilà, alors en admettant, John Ram vient d'annoncer que lui, il voudrait que les joueurs du livre ne soient pas exclus de la sélection pour la Ryder Cup. Il l'a dit. Que la Ryder Cup, c'était Europe contre les États-Unis et que ces joueurs-là faisaient partie enfin, étaient européens avant d'être joueurs du livre. Donc, voilà, donc ça ouvre la porte à pas mal d'autres. En tout cas pour les Européens, parce que je pense que les Américains, la porte est fermée, c'est sûr. Elle est fermée, double fermée, triple fermée, et malgré ça, il y a un digicode. Mais bon, toi, Gugu a ouvert avec Wiesberger, qui est quand même là-bas. Je pense qu'un Italien, ça serait bien, et ça sera sans doute un des choix des capitaines, sauf parce que il y en a aucun qui performe sur les 6 derniers mois, quoi. Mais c'est sûr qu'entre Migliozzi, Francesco Molinari, Eduardo qui s'est illustré en Espagne, mais bon, comme il est vice-capitaine, il ne va pas être choisi. Et puis il y a Laporta aussi. C'est ça? Francesco Laporta aussi? Renato, Perator. Ouais, il y a Paratore et puis Laporta aussi qui avait. Qui s'était un peu illustré. Enfin bon, ils ont quelques joueurs en tout cas qui, moyennant un bon printemps et un bon été, ça se jouera là. Vu que ça se jouera pas sur les sélections automatiques, il leur faut quand même plutôt être bon à partir de 2023. Ce qui va être génial, parce qu'on a eu l'édition, là, pour Pérez, c'est qu'il fait quand même 3e à l'Open d'Italie. Donc ça va vraiment jouer en sa faveur. Mais... Il n'a pas acheté ce tournoi-là. Déjà, il a acheté un peu les cartes là, pour Luke Donald. Il va falloir qu'il fasse d'énormes perfs. Voilà, c'est. Il est toujours bon à l'automne. Tu l'avais dit, c'est vrai. Ouais, mais il va quand même falloir qu'il fasse mieux qu'un bon automne, quoi. C'est ça. Là, maintenant, il va falloir. Surtout que c'est là où il a raté le coche, on va dire en 2018, en 2021. 22. Ouais, c'était 2021. C'est qu'il avait pu jouer les majeurs grâce à ses résultats d'avant, quoi. Et qu'il avait moins bien performé en majeur, ce qui lui a fait défaut, en fait. Ouais. Et là, il en jouera quasiment aucun. Hein. Bah oui. Il va jouer The Open, évidemment, mais voilà. Donc, après, il peut se qualifier pour le PGA quand même, Championship. Comment? Le PGA Championship, c'est quand même les. Ouais. Faut pas trop qu'il merde. Voilà. Ça va être en général, c'est top 100 mondial en général, et puis voilà, plus les alternates. Donc après, disons que si le PGA Championship peut avoir la bonne idée d'exclure aussi tous ceux du livre, là, ça donnera plus de chance on va appeler ça aux gens qui ne sont pas du Ménatour, donc. Et voilà, allez, pan, tac. Mais grosso merdo, ça va être compliqué pour Victor. En fait, mais le gros avantage en même temps, c'est que vu qu'il n'y a plus de critères objectifs de sélection, ce qui compte, en fait, c'est qu'il est son cadet, qu'il arrive à se mettre bien avec Luke Donald et que Luke Donald arrive à essayer de trouver éventuellement, s'il envisage de le faire jouer de manière un petit peu ou pas en double, de trouver en gros la paire qui va bien. Parce que en fait, Victor est un très bon joueur qui est capable de jouer probablement sur un foursome, qui est capable d'assurer des mises en jeu, parce qu'il est moins peut-être tout fou ou moins frappeur que certains, mais voilà. Et qu'en fonction de ça, si peut-être qu'effectivement Luke Donald cherche dans ses non qualifiés automatiques un joueur jeune, mais qui puisse, un joueur plutôt jeune dans la compétition, mais qui puisse assurer éventuellement une certaine prise, ça peut être l'un de ces noms-là. Si on essaye de sortir, pour conclure, on essaye de sortir les 12 de la gang un an à l'avance. Donc on est d'accord sur Rory, Rambo, Hovland, Fitz, Laurie. En gros, la douche, donc on aurait nos 6 avec Fleetwood. Arriverait ensuite Hatton, Peters, Perez avec 3 sélections. Donc on passe à 9. On donne Strapka. On donne Seb Straka à Mister Cyril, on passe à 10. Et il nous en reste en gros, il nous en reste 2. Il y a
À la louche, en gros, ça serait Migliodi et McIntyre avec 2 sur 4. Ou Noren. Noren, on avait dit à combien? À 2 aussi. 2. Ah ouais. On donne Noren aux Suédois. Donc ça fait plus que 1. Et puis. Et on garde Migliodi. Et puis un Italien, quoi. Le local de l'étape, quoi. C'est ça. Donc en gros, ça fait Rory, Ram, Hovland, Fitzpatrick et Laurie et Fleetwood avec 4 sélections. Ensuite, on aurait Hatton, Peters, Perez avec 3 sélections, puis Noren, Migliodi et Sepp Straka. Et puis, pour pas qu'il y ait de jaloux, le prochain épisode, nous ferons les 12 de l'équipe américaine. Eh bien, je vais vous remercier, messieurs, d'avoir pris sur votre soirée et votre pause déjeuner du dimanche. Au lieu d'aller à la messe, on remerciera jamais assez Cyril, qui, à chaque enregistrement du podcast, il est content parce qu'il peut dire non, je peux pas aller à la messe, j'ai podcast. Il y en a complicine, lui, il a podcast. Ben oui, c'est la grâce demain, hein, c'est férié. Bon, tant mieux pour toi. Hein, ouais, voilà. C'est bien. Merci messieurs, passez une bonne semaine, bonne continuation à vous, et puis on se retrouve le mois prochain. À bientôt. Et bye bye. À bientôt. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans le générique de ce podcast. Il s'agit du groupe Le Gang qui interprète Anita Latina. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le noter positivement et à le commenter sur votre plateforme de podcasting préférée. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes précédents du podcast LPBB et de sa version junior sur le blog directement petiteballeblanche.com. À très bientôt.